retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Maurice Bamare-Krong, secrétaire général des associations des Tchadiens d'Île-de-France, Amadou Sylla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France, et Jean-Marie Bitomo, éditorialiste. Tout de suite, le grand angle. Les pays membres de l'Union africaine vont bientôt disposer d'un marché commun, une zone de libre-échange continentale. Donc, le chef de l'État rwandais Paul Kagame, qui pilote depuis un an les propositions de réforme de l'organisation, annonce le lancement de ce marché commun le 21 mars 2018. Explication Ibrahima Dumaba. L'Union africaine s'achemine vers la réalisation de la zone de libre-échange continentale ZLEC. L'annonce a été faite par le président nigérien Mahamadou Issoufou en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA ce 29 janvier à Addis Abeba. Le lancement officiel de la ZLEC aura lieu le 21 mars 2018 à Kigali lors d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement convoquée par le nouveau président de l'institution, Paul Kagame. Après la finalisation du travail additionnel sur les deux autres protocoles sur le commerce des marchandises et le mécanisme de règlement des différends, l'accord portant création de la ZLEC et les trois protocoles seront prêts à être soumis pour approbation et signature d'ici à mars 2018. La création de la zone de libre-échange continentale a été décidée en 2012 par l'Union africaine et son démarrage était prévu pour octobre 2017. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique d'intégration de l'UA. Si l'on en croit certains spécialistes, la faiblesse du réseau d'infrastructures sur le continent constitue l'un des grands obstacles au développement du commerce intra-africain, aux investissements ainsi qu'au développement du secteur privé. Le principe est que désormais, tout ce qui va circuler au niveau de l'Afrique ne soit plus soumis à ces barrières douanières, ou que les barrières douanières, les taxes soient limitées et que le commerce intra-africain soit favorisé. Parce que l'Afrique fait davantage de commerce avec les pays hors du continent. L'un des obstacles justement à ce principe-là est peut-être éventuellement de mettre fin au principe de visa pour les Africains en Afrique. Selon les conclusions de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la ZLEC devrait permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022, soit 35 milliards de dollars. Le président nigérien Mahamadou Issoufou est à la tête du comité de réflexion concernant la ZLEC. Il s'agit de marché d'1,2 milliard de personnes représentant un produit intérieur brut de 2500 milliards de dollars dans l'ensemble des 55 États membres de l'Union africaine. Donc le continent qui se dirige vers la mise en place d'une zone de libre-échange. Alors Amadou Sylla, est-ce que pour autant l'ensemble des moyens sont réunis pour permettre que cette zone dope finalement le commerce intra-africain ? Oui, après moi je pense que c'est une bonne initiative, c'est une excellente chose, en tout cas qu'on mette en place aujourd'hui cette politique, effectivement, cette zone de libre-échange entre les pays africains au niveau du continent, mais il faut aussi constater qu'au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de difficultés, notamment pour la libre circulation des personnes et des biens. Donc entre les pays déjà, moi je prends un exemple très simple, par exemple la CEDEAO, entre le Sénégal et la Guinée, c'est extrêmement difficile déjà. La communication, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route fiable, donc les personnes souvent ont suffisamment de difficultés pour traverser parce qu'il y a aussi des tracasseries douanières et policières. Donc je crois que tout ça, déjà, c'est des problèmes, en tout cas, qui existent, mais je pense que ces problèmes-là peuvent être gérés d'une certaine manière et que cette mesure, en tout cas, qui me paraît une mesure extrêmement forte et courageuse de la part des dirigeants, parce que je pense que l'Afrique en avait besoin, il faut y arriver. Maintenant, ça va être mis en place et on verra bien avec la pratique, avec la réalité, comment les choses vont évoluer et quelles sont les politiques qu'il faut mettre en place pour adapter, pour que en tout cas, cette volonté de l'Union africaine soit une réalité, soit traduite dans la réalité entre les pays et au niveau de certaines zones, des grandes zones africaines comme la CEDEAO, comme l'Afrique de l'Est. Et puis, bon, après, je crois que il y a des difficultés, il faut le dire, mais je crois qu'il y a quand même l'espoir est beaucoup plus grand. Jean-Marie Bitomo.
C'est un très très bon projet, mais comme je le dis souvent, l'Afrique, c'est une nécessité pour l'Afrique, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des États qui sont déjà des États assis comme des États occidentaux. Donc l'Afrique a besoin d'une coopération. Il ne faut pas oublier une chose, si on remonte sur le plan historique, quand on crée l'Union européenne, Nkrumah en a déjà parlé en Afrique. Et je ne sais pas pourquoi les Africains, nous avons des bonnes idées. Nous avons des bonnes idées, mais nous ne les mettons jamais en place. La volonté politique n'y est pas intégralement en tant que tel. Donc un projet comme celui-là, c'est un projet qui est louable pour l'Afrique en tant que tel, parce que ça va permettre de dynamiser les échanges au sein de cet espace-là. Et ça permettra en même temps que les peuples africains vivent bien. Je parle toujours d'une chose sur ce plateau, à savoir que essayer de regarder ce que coûte à l'Afrique, c'est-à-dire les importations de produits alimentaires, tout simplement. Ça dépasse largement ce que nos États croient que dès l'instant que je fais des recettes à l'extérieur parce que j'ai les produits d'exportation, je veux pouvoir amortir ça. Ce n'est pas possible. À la fin de chaque année, tous les États africains ont des balances commerciales vis-à-vis de l'extérieur sur le poste, c'est-à-dire agroalimentaire, qui est déficitaire et en défaveur de l'Afrique en tant que telle. Sauf que voilà une belle initiative. Sauf que cette initiative-là, on va la mettre en place juridiquement en tant que telle. Mais maintenant, on a oublié une chose. Moi, c'est-à-dire ça me fait mal au cœur là de voir que vous avez l'ancien président Abdoulaye Wade qui a parlé du NEPAD depuis des années. Le NEPAD, ça devrait être, si vous voulez, un projet qui vient après qu'on ait mis en place les infrastructures nécessaires pour faire communiquer les États africains en tant que tels. Donc, je ne sais pas pourquoi nous mettons toujours la charrue avant les bœufs. On a toujours l'impression que dès qu'on va annoncer qu'il y a telle ou telle organisation qui se met en place, que l'efficacité est là. Il faut regarder les choses dans leur globalité, avoir une vision macro-sociétale africaine et non une vision micro-sociétale qui va être une vision régionale, comme le disait tout à l'heure notre invité en parlant de la CEDEAO, on va parler de la CEMAC, ainsi de suite. Ça ne sert à rien aujourd'hui. L'Afrique a besoin, si vous voulez, d'être constituée en grand ensemble en tant que tel. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons les matières premières nécessaires qui permettent à l'Afrique d'être boostée, d'accélérer ces échanges à tous les niveaux. Au niveau naturel, l'Afrique est pourvue de tout. Au niveau des terres, l'Afrique on ne devrait pas importer de la nourriture en Afrique. On a pratiquement les trois quarts des terres arabes du monde entier. Bon, on a d'un autre côté, les ressources naturelles qui vont avec, le pétrole, la bauxite, l'uranium, tout ce qui s'ensuit, il y a tout. Mais il suffit tout simplement que nos dirigeants s'assoient et disent où sont les priorités, qu'est-ce qu'on met en place en tant que tel. Parce que l'efficacité en dépend. Parce que si vous mettez en place des organisations uniquement pour mettre ces organisations-là en place et qu'elles n'atteignent pas leur efficacité macro-sociétale ou macroéconomique, ça ne sert à rien. Ce sont des organisations que nous allons empiler les uns pour les autres sans pouvoir atteindre les objectifs assignés et que l'Afrique doit atteindre. Jean-Marie Bamar-Ekrong, est-ce que l'Afrique, et c'est peut-être aussi la question que pose Jean-Marie Bitomo, est-ce qu'elle est prête véritablement à notamment cette réforme et la mise en place de ce marché commun? La réforme de libre circulation est une nécessité parce que je pense qu'on ne pourrait pas, surtout le continent africain ne pourrait pas attendre qu'il y ait plusieurs années pour pouvoir se mettre en place la libre circulation. Or, la libre circulation permettrait d'échanges, comme disait tout à l'heure Jean-Marie et Amadou parlait du problème d'infrastructure. Le problème d'infrastructure, c'est quelque chose de fondamental parce que je crois aujourd'hui, il y a des pays qui sont excédentaires au point de vue production agricole, mais qui ne peuvent pas aller vendre, par exemple, aux pays voisins, parce qu'il suffit tout simplement, je prends juste la récolte de mangue, d'arachide ou autre, pour aller le vendre au Sénégal ou au Maroc ou ailleurs, eh bien, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas. Donc, première nécessité, l'infrastructure. Deuxième nécessité, effectivement, coaliser toutes les industries de construction de bâtiments et autres qui sont en Afrique, qui peuvent carrément constituer un grand holding pour pouvoir
obtenir le marché général que de faire venir les Chinois pour construire, par exemple. Ils pouvaient le faire. Le continent a suffisamment de possibilités pour le faire, que ce soit l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres, des grands pays, qui ont suffisamment des éléments et des mécanismes nécessaires pour construire toutes ces infrastructures. Or, on a carrément laissé cette partie à des sociétés étrangères qui, elles, ne vont que pour faire l'échange, comme ils disent, gagnant-gagnant. Donc, ils pillent nos ressources et en compensation, ils nous font des choses que nous pourrions également le faire. Ce sont des moyens et des mécanismes, Zahra, qui sont intéressants, mais à condition, comment dire, de les articuler avec les mécanismes qui sont présents sur place chez nous. Et ces mécanismes-là, je dis toujours sur ce plateau, j'ai horreur, c'est-à-dire quand on va voir, je parle toujours de la notion de la distance psychologique que vous avez entre les individus quand vous posez un projet. Quand vous avez quelqu'un qui vient de l'extérieur, il n'a pas la même perception sociétale que les Africains ont en tant que tels. Ces projets-là doivent être initiés et dirigés par les Africains, c'est-à-dire dans toute leur globalité. J'espère bien tout simplement que la BAD va vraiment prendre à bras le corps, c'est-à-dire la position qui est la sienne, l'influence qu'elle peut avoir au niveau du continent pour que ces projets-là soient mis en place très très rapidement. L'intégration de l'Afrique est nécessaire. On le voit maintenant dans tous les grands ensembles, dans le monde entier, même les grands ensembles tendent maintenant à créer des synergies, que ce soit des synergies économiques, que ce soit des synergies sociales au niveau des études, au niveau de l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Je ne veux pas parler de l'Union européenne, nous le connaissons tous. Quelle a été la base? J'aimerais bien que l'Afrique nous copie ça. Quelle a été la base de la naissance de l'Union européenne dont on parle aujourd'hui? C'est la PAC, c'est la politique agricole commune en tant que telle. Amadou Sylla. Oui, alors moi je pense que, alors j'abonde toujours dans le même sens. Et je crois que quelque part, c'est vrai, en regardant même certains États africains ou à l'intérieur même de ces États-là, il y a de grosses difficultés même pour, en tout cas, être compétitifs. Parce que les ressources naturelles souvent pourrissent, faute d'infrastructures capables de transformer tout ça et de les mettre sur le marché. Et je crois qu'avec une telle politique également, ça crée une sorte de concurrence. Parce qu'en fait, on va désormais juridiquement avoir la possibilité d'intervenir, de vendre dans un pays. Donc les pays qui auront effectivement suffisamment de moins en termes je parle du transport, que ce soit le transport fluvial ou le transport terrestre ou le transport aérien, en tout cas les pays qui vont se mettre effectivement dans cette dynamique-là vont inonder effectivement les autres marchés. Donc dans un premier temps, ça va surtout favoriser les économies, bien entendu, les plus dynamiques. Absolument, et je crois que ça va aussi booster, ça va être aussi un challenge que tous les États devront relever pour quand même, en tout cas, montrer leur savoir-faire et peut-être voilà, donner un coup de dynamisme à leur économie. Alors, dans un premier temps, est-ce que ça ne sera pas un coup dur pour les petites économies, si j'ose dire, qui restent aussi très dépendants des recettes douanières? Non, la recette douanière, c'est quelque chose qui pourrait, en peu de temps, c'est-à-dire en quelques années, être résolu parce que la recette douanière, pour certains pays, effectivement, ça équivaut au moins à 50% de leur produit intérieur brut, mais n'empêche que si on arrive à pousser, à créer des industries où, surtout dans le domaine agricole et élevage et autres, ils pouvaient facilement concurrencer complètement, plutôt compenser rapidement cette perte douanière. Jean-Marie Bitomo, donc en somme, il aurait peut-être aussi fallu préparer suffisamment ces petites économies à faire face finalement à une économie mondialisée. Vous savez, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle la circulation de l'information. La circulation de l'information et la circulation des hommes en même temps. Vous savez ce qui va se produire par rapport aux petites économies. Je comprends votre préoccupation, Zahra. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez les pays qui ont un excédent d'expertise, qui vont voir leur population migrer, aller vers les terrains, vers les économies dans lesquelles ils ont encore des marges de manœuvre franches. Donc il ne faut pas voir ça uniquement dans le sens négatif. Ça peut être très très positif. Dès l'instant, exactement, ils vont tourner entre eux. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un pays qui sera moins doté factoriellement, que ce soit naturellement, que ce soit intellectuellement, va attirer, si vous voulez, les investisseurs, c'est-à-dire même si ce n'est pas sur le plan financier, mais sur le plan de l'expertise technique, vont
attirer, comment dirais-je, les individus des autres économies qui vont venir aider cette économie-là, si vous voulez, à se développer en tant que telle. Donc, c'est comme ça qu'il faut avoir cette analyse-là. Il faut que cette analyse-là soit une analyse approfondie, que ce ne soit pas seulement une analyse superficielle dans laquelle chacun va se dire « Ah, je veux perdre ça ». Quand vous parlez des recettes douanières, j'en ai parlé là tout à l'heure, au niveau, c'est-à-dire la dépendance de l'Afrique au niveau des produits alimentaires. Nos balances commerciales sont déficitaires, si vous voulez, depuis des décennies aujourd'hui. Alors que ça, pour moi, c'est un gâchis monumental par rapport à l'Afrique. L'Afrique ne doit pas dépendre de l'extérieur vis-à-vis, comment dirais-je, des produits alimentaires que sa population doit comment dirais-je, voir à sa disposition tout le temps sur le marché. Donc, regardons, c'est-à-dire ce sujet-là de manière analytique, en allant dans le détail, en voyant que oui, il y a peut-être des pertes là, mais il y a des compensations de notre côté. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous.